Chapitre 4 de 813 par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Le prince Cernine à l'ouvrage, première partie. Section 1. Un rez-de-chaussée, au coin du boulevard Haussmann et de la rue de Courcelles. C'est là qu'habite le prince Cernine, un des membres les plus brillants de la colonie russe à Paris, et dont le nom revient à chaque instant dans les déplacements et villégiatures des journaux. 11 heures du matin. Le prince entre dans son cabinet de travail. C'est un homme de 35 à 40 ans, dont les cheveux châtains se mêlent de quelques fils d'argent. Il a un teint de belle santé, de fortes moustaches et des favoris coupés très courts, à peine dessinés sur la peau fraîche des joues. Il est correctement vêtu d'une redingote grise qui lui serre la taille et d'un gilet à dépassant de coutil blanc. « Allons, dit-il à mi-voix, je crois que la journée va être rude. » Il ouvrit une porte qui donnait dans une grande pièce où quelques personnes attendaient. Et il dit « Varnier est là ? Entre donc, Varnier. » Un homme, à l'allure de petit bourgeois, trapu, solide, bien d'aplomb sur ses jambes, vint à son appel. Le prince referma la porte sur lui. « Eh bien, où en es-tu, Varnier ? Tout est prêt pour ce soir, patron. Parfait. Raconte en quelques mots. Voilà, depuis l'assassinat de son mari, Madame Kesselbach, sur la foi du prospectus que vous lui avez fait envoyer, a choisi comme demeure la maison de retraite pour dames située à Garches. Elle habite au fond du jardin, le dernier des 4 pavillons que la direction loue aux dames qui désirent vivre tout à fait à l'écart des autres pensionnaires. Le pavillon de l'impératrice. Comme domestique, sa demoiselle de compagnie, Gertrude, avec laquelle elle est arrivée quelques heures après le crime, et la sœur de Gertrude, Suzanne, qu'elle a fait venir de Monte-Carlo et qui lui sert de femme de chambre. Les 2 sœurs lui sont toutes dévouées. Edwards, le valet de chambre, elle ne l'a pas gardé. Il est retourné dans son pays. Elle voit du monde ? Personne. Elle passe son temps étendue sur un divan. Elle semble très faible, malade, elle pleure beaucoup. Hier, le juge d'instruction est resté 2 heures auprès d'elle. Bien. La jeune fille, maintenant ? Mademoiselle Geneviève Ernemont habite de l'autre côté de la route, une ruelle qui s'en va vers la pleine campagne, et dans cette ruelle, la 3e maison à droite. Elle tient une école libre et gratuite pour enfants retardataires. Sa grand-mère, Madame Ernemont, demeure avec elle. Et, d'après ce que tu m'as écrit, Geneviève Ernemont et Madame Kesselbach ont fait connaissance. Oui, la jeune fille a été demandée à Madame Kesselbach des subsides pour son école. Elles ont dû se plaire, car voici 4 jours qu'elles sortent ensemble dans le parc de Villeneuve, dont le jardin de la maison de retraite n'est qu'une dépendance. À quelle heure sortent-elles ? De 5 à 6. À 6 heures juste, la jeune fille rejoint son école. Donc, tu as organisé la chose. Pour aujourd'hui, 6 heures, tout est prêt. Il n'y aura personne. Il n'y a jamais personne dans le parc à cette heure-là. C'est bien, j'y serai. Va. Il le fit sortir par la porte du vestibule, et revenant vers la salle d'attente, il appela. Les frères d'Oudeville. 2 jeunes gens entrèrent, habillés avec une élégance un peu trop recherchée, les yeux vifs, l'air sympathique. Bonjour, Jean. Bonjour, Jacques. Quoi de nouveau à la préfecture ? Pas grand-chose, patron. Monsieur Lenormand a toujours confiance en vous ? Toujours. Après Gourel, nous sommes ses inspecteurs favoris. La preuve, c'est qu'il nous a installés au Palace Hotel pour surveiller les gens qui habitaient le couloir du 1er étage, au moment de l'assassinat de Chapman. Tous les matins, Gourel vient, et nous lui faisons le même rapport qu'à vous. Parfait. Il est essentiel que je sois au courant de tout ce qui se fait, et de tout ce qui se dit à la préfecture de police. Tant que Lenormand vous croira ces hommes, je suis maître de la situation. Et dans l'hôtel, avez-vous découvert une piste quelconque ? Jean d'Oudeville, l'aîné, répondit. L'anglaise, celle qui habite à une des chambres, l'anglaise est partie. Celle-là ne m'intéresse pas, j'ai mes renseignements. Mais son voisin, le major Parbury, ils semblèrent embarrassés. Enfin, l'un d'eux répondit. Ce matin, le major Parbury a commandé qu'on transportât ses bagages à la gare du Nord pour le train de 12h50, et il est parti de son côté en automobile. Nous avons été au départ du train, le major n'est pas venu. Et les bagages ? Il les a fait reprendre à la gare. Par qui ? Par un commissionnaire, nous a-t-on dit. De sorte que sa trace est perdue. Oui. Enfin ! S'écria joyeusement le prince. Les autres le regardèrent étonnés. Eh oui, dit-il, voilà un indice. Vous croyez ? Évidemment, l'assassinat de Chapman n'a pu être commis que dans une des chambres de ce couloir. C'est là, chez un complice, que le meurtrier de M. Kesselbach avait conduit le secrétaire. C'est là qu'il l'a tué. C'est là qu'il a changé de vêtements. Et c'est le complice qui, une fois l'assassin parti,
a déposé le cadavre dans le couloir. Mais quel complice! La manière dont disparaît le major Parbury tendrait à prouver qu'il n'est pas étranger à l'affaire. Vite, téléphonez la bonne nouvelle à M. Lenormand ou à Gourel. Il faut qu'on soit au courant le plus vite possible à la préfecture. Ces messieurs et moi, nous marchons la main dans la main. Il leur fit encore quelques recommandations concernant leur double rôle d'inspecteur de la police au service du prince Cernine, et il les congédia. Dans la salle d'attente, il restait 2 visiteurs. Il introduisit l'un d'eux. « Mille excuses, docteur, lui dit-il. Je suis tout à toi. Comment va Pierre-le-Duc ? Mort. Oh oh, dit Cernine. Je m'y attendais depuis ton mot de ce matin. Mais tout de même, le pauvre garçon n'a pas été long. Il était usé jusqu'à la corde, une syncope, et c'était fini. Il n'a pas parlé ? Non. Tu es sûr que depuis le jour où nous l'avons cueilli ensemble sous la table d'un bouge à Belleville, tu es sûr que personne dans ta clinique n'a soupçonné que c'était lui, Pierre-le-Duc, que la police recherche. Ce mystérieux Pierre-le-Duc que Kesselbach voulait trouver à tout prix. Personne. Il occupait une chambre à part. En outre, j'avais enveloppé sa main gauche d'un pansement pour qu'on ne pût voir la blessure du petit doigt. Quant à la cicatrice de la joue, elle est invisible sous la barbe. Et tu l'as surveillée toi-même. Moi-même. Et selon vos instructions, j'ai profité pour l'interroger de tous les instants où il semblait plus lucide. Mais je n'ai pu obtenir que des balbutiements indistincts. Le prince murmura pensivement. Mort. Pierre-le-Duc est mort. Toute l'affaire Kesselbach reposait évidemment sur lui, et voilà. Voilà qu'il disparaît sans une révélation, sans un seul mot sur lui, sur son passé. Faut-il m'embarquer dans cette aventure à laquelle je ne comprends encore rien ? C'est dangereux, je peux sombrer. Il réfléchit un moment et s'écria. Ah, tant pis, je marche quand même. Ce n'est pas une raison parce que Pierre-le-Duc est mort pour que j'abandonne la partie. Au contraire, et l'occasion est trop tentante. Pierre-le-Duc est mort, vive Pierre-le-Duc. Va, docteur, rentre chez toi. Ce soir, je te téléphonerai. Le docteur sortit. À nous deux, Philippe, dit Cernine au dernier visiteur, un petit homme aux cheveux gris, habillé comme un garçon d'hôtel, mais d'hôtel de 10e ordre. Patron, commença Philippe, je vous rappellerai que la semaine dernière, vous m'avez fait entrer comme valet de chambre à l'hôtel des 2 empereurs, à Versailles, pour surveiller un jeune homme. Eh oui, je sais, Gérard Beaupré. Où en est-il ? À bout de ressources. Toujours des idées noires ? Toujours. Il veut se tuer. Est-ce sérieux ? Très sérieux. J'ai trouvé dans ses papiers cette petite note au crayon. Ah ah, fit Cernine en lisant la note. Il annonce sa mort. Et ce serait pour ce soir. Oui, patron. La corde est achetée et le crochet fixé au plafond. Alors, selon vos ordres, je suis entré en relation avec lui. Il m'a raconté sa détresse et je lui ai conseillé de s'adresser à vous. Le prince Cernine est riche, lui ai-je dit. Il est généreux. Peut-être vous aidera-t-il. Tout cela est parfait. De sorte qu'il va venir ? Il est là. Comment le sais-tu ? Je l'ai suivi. Il a pris le train de Paris et maintenant il se promène de long en large sur le boulevard. D'un moment à l'autre, il se décidera. À cet instant, un domestique apporta une carte. Le prince lut et dit « Introduisez M. Gérard Beaupré. » Et, s'adressant à Philippe, « Passe dans ce cabinet, écoute et ne bouge pas. » Resté seul, le prince murmura « Comment hésiterais-je ? C'est le destin qui l'envoie, celui-là. » Quelques minutes après, entrait un grand jeune homme blond, mince, au visage amaigri, au regard fiévreux et qui se tint sur le seuil, embarrassé, hésitant, dans l'attitude d'un mendiant qui voudrait tendre la main et qui n'oserait pas. La conversation fut courte. « C'est vous, monsieur Gérard Beaupré ? » ?»« Oui, oui, c'est moi. Je n'ai pas l'honneur. »« Voilà, monsieur, voilà, on m'a dit. »« Qui, on ? » ?»« Un garçon d'hôtel qui prétend avoir servi chez vous. Enfin, bref. »« Eh bien ?» Le jeune homme s'arrêta, intimidé, bouleversé par l'attitude hautaine du prince. Celui-ci s'écria. « Cependant, monsieur, il serait peut-être nécessaire. »« Voilà, monsieur, on m'a dit que vous étiez très riche et généreux, et j'ai pensé qu'il vous serait possible. » Il s'interrompit, incapable de prononcer la parole de prière et d'humiliation. Cernine s'approcha de lui. « Monsieur Gérard Beaupré, n'avez-vous pas publié un volume de vers intitulé « Le sourire du printemps » ? ?»« Oui, oui !» s'écria le jeune homme dont le visage s'éclaira. « Vous avez lu ? » ?»« Oui, très joli vos vers, très jolis, seulement. Est-ce que vous comptez vivre avec ce qu'ils vous rapporteront ? Certes, un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre ? Plutôt l'autre, n'est-ce pas ? Et en attendant, vous venez me demander de quoi vivre. De quoi manger, monsieur ? Cernine lui mit la main sur l'épaule et froidement. Les poètes ne mangent pas, monsieur. Ils se nourrissent de rimes et de rêves. Faites ainsi. Cela vaut mieux que de tendre la main. Le jeune homme frissonna sous l'insulte. Sans une parole, il se dirigea vivement vers la porte. Cernine l'arrêta.
Un mot encore, monsieur. Vous n'avez plus la moindre ressource. Pas la moindre. Et vous ne comptez sur rien. J'ai encore un espoir, j'ai écrit à un de mes parents le suppliant de m'envoyer quelque chose. J'aurai sa réponse aujourd'hui. C'est la dernière limite. Et, si vous n'avez pas de réponse, vous êtes décidé sans doute ce soir même à... Oui, monsieur. Cela fut dit simplement et nettement. Cernine éclata de rire. Dieu, que vous êtes comique, brave jeune homme, et quelle conviction ingénue. Revenez me voir l'année prochaine, voulez-vous? Nous reparlerons de tout cela. C'est si curieux, si intéressant, et si drôle surtout. Ha ha ha. Et secoué de rire, avec des gestes affectés et des salutations, il le mit à la porte. Philippe, dit-il en ouvrant au garçon d'hôtel, tu as entendu? Oui, patron. Gérard Beaupré attend cet après-midi un télégramme, une promesse de secours. Oui, sa dernière cartouche. Ce télégramme, il ne faut pas qu'il le reçoive. S'il arrive, cueille-le au passage et déchire-le. Bien, patron. Tu es seul dans ton hôtel? Oui, seul avec la cuisinière qui ne couche pas. Le patron est absent. Bon, nous sommes les maîtres. À ce soir, vers 11h. File. Section 2. Le prince Cernine passa dans sa chambre et sonna à son domestique. Mon chapeau, mes gants et ma canne. L'auto est là? Oui, monsieur. Il s'habilla, sortit et s'installa dans une vaste et confortable limousine qui le conduisit au bois de Boulogne, chez le marquis et la marquise de Gastine, où il était prié à déjeuner. À 2h30, il quittait ses hôtes, s'arrêtait avenue Kléber, prenait 2 de ses amis et un docteur, et arrivait à 3h moins 5 au Parc des Princes. À 3h, il se battait au sabre avec le commandant italien Spinelli, dès la première reprise coupait l'oreille à son adversaire, et à 3h03, taillait au cercle de la rue Cambon, une banque, d'où il se retirait à 5h20 avec un bénéfice de 47 000 francs. Et tout cela sans hâte, avec une sorte de nonchalance hautaine, comme si le mouvement endiablé qui semblait emporter sa vie dans un tourbillon d'actes et d'événements était la règle même de ses journées les plus paisibles. « Octave, dit-il à son chauffeur, nous allons à Garches. » Et à 6h moins 10, il descendait devant les vieux murs du parc de Villeneuve. Dépecé maintenant, abîmé, le domaine de Villeneuve conserve encore quelque chose de la splendeur qu'il connut au temps où l'impératrice Eugénie venait y faire ses couches. Avec ses vieux arbres, son étang, l'horizon de feuillage que déroulent les bois de Saint-Cloud, le paysage a de la grâce et de la mélancolie. Une partie importante du domaine fut donnée à l'Institut Pasteur. Une portion plus petite, et séparée de la première par tout l'espace réservé au public, forment une propriété encore assez vaste, et où s'élèvent, autour de la maison de retraite, 4 pavillons isolés. C'est là que demeure Madame Kesselbach, se dit le prince en voyant de loin les toits de la maison et des 4 pavillons. Cependant, il traversait le parc et se dirigeait vers l'étang. Soudain, il s'arrêta derrière un groupe d'arbres. Il avait aperçu 2 dames accoudées au parapet du pont qui franchit l'étang. Varnier et ses hommes doivent être dans les environs, mais fichtre, ils se cachent rudement bien, j'ai beau chercher. Les 2 dames foulaient maintenant l'herbe des pelouses, sous les grands arbres vénérables. Le bleu du ciel apparaissait entre les branches que berçait une brise calme, et il flottait dans l'air des odeurs de printemps et de jeune verdure. Sur les pentes de gazon qui descendaient vers l'eau immobile, les marguerites, les pomerolles, les violettes, les narcisses, le muguet, toutes les petites fleurs d'avril et de mai se groupaient et formaient çà et là comme des constellations de toutes les couleurs. Le soleil se penchait à l'horizon. Et tout à coup, 3 hommes surgirent d'un bosquet et vinrent à la rencontre des promeneuses. Ils les abordèrent. Il y eut quelques paroles échangées. Les 2 dames donnaient des signes visibles de frayeur. L'un des hommes s'avança vers la plus petite et voulut saisir la bourse en or qu'elle tenait à la main. Elles poussèrent des cris, et les 3 hommes se jetèrent sur elle. C'est le moment ou jamais de surgir, se dit le prince. Et il s'élança. En 10 secondes, il avait presque atteint le bord de l'eau. À son approche, les 3 hommes s'enfuirent. Fuyez, malandrin, ricana-t-il, fuyez à toutes jambes. Voilà le sauveur qui émerge. Et il se mit à les poursuivre. Et une des dames le supplia. Oh, monsieur, je vous en prie, mon ami est malade. La plus petite des promeneuses, en effet, était tombée sur le gazon, évanouie. Il revint sur ses pas et avec inquiétude. Elle n'est pas blessée, dit-il. Est-ce que c'est misérable? Non, non, c'est la peur seulement, l'émotion. Et puis, vous allez comprendre, cette dame est madame Kesselbach. Oh, dit-il. Il offrit un flacon de sel que la jeune femme fit aussitôt respirer à son ami, et il ajouta. Soulevez l'améthyste qui sert de bouchon. Il y a une petite boîte, et dans cette boîte des pastilles. Que madame en prenne une, pas davantage, c'est très violent. Il regardait la jeune femme soigner son amie. Elle était blonde, très simple d'aspect, le visage doux et grave, avec un sourire qui animait ses traits alors même qu'elle ne souriait pas. C'est Geneviève, pensa-t-il, et il répéta en lui-même, tout ému.
Geneviève, Geneviève. Madame Kesselbach, cependant, se remettait peu à peu. Étonnée d'abord, elle parut ne pas comprendre. Puis, la mémoire lui revenant, d'un signe de tête, elle remercia son sauveur. Alors, il s'inclina profondément et dit « Permettez-moi de me présenter. Le prince Cernine. » Elle dit à voix basse « Je ne sais comment vous exprimer ma reconnaissance. » En ne l'exprimant pas, madame. C'est le hasard qu'il faut remercier. Le hasard qui a dirigé ma promenade de ce côté. Mais puis-je vous offrir mon bras? Quelques minutes après, madame Kesselbach sonnait à la maison de retraite, et elle disait au prince « Je réclamerai de vous un dernier service, monsieur. Ne parlez pas de cette agression. Cependant, madame, ce serait le seul moyen de savoir. Pour savoir, il faudrait une enquête. Et ce sera encore du bruit autour de moi, des interrogatoires, de la fatigue. Et je suis à bout de force. » Le prince n'insista pas. Là seulement, il demanda « Me permettrez-vous de prendre de vos nouvelles ?»« Mais certainement. » Elle embrassa Geneviève et rentra. La nuit, cependant, commençait à tomber. Cernine ne voulut pas que Geneviève retournât seule. Mais il ne s'était pas engagé dans le sentier qu'une silhouette détachée de l'ombre accourut au-devant d'eux. « Grand-mère » s'écria Geneviève. Elle se jeta dans les bras d'une vieille femme qui la couvrit de baisers. « Ah, ma chérie, que s'est-il passé comme tu es en retard, toi, si exact ?» Geneviève présenta « Madame Ernemont, ma grand-mère, le prince Cernine. » Puis elle raconta l'incident et madame Ernemont répétait « Oh, ma chérie, comme tu as dû avoir peur. Je n'oublierai jamais, monsieur, je vous le jure. Mais comme tu as dû avoir peur, ma pauvre chérie. »« Allons, bonne maman, tranquillise-toi, puisque me voilà. »« Oui, mais la frayeur a pu te faire mal, on ne sait jamais les conséquences. Oh, c'est horrible !» Ils longèrent une haie, par-dessus laquelle on devinait une cour plantée d'arbres, quelques massifs, un préau et une maison blanche. Derrière la maison s'ouvrait, à l'abri d'un bouquet de sureaux disposés en tonnelle, une petite barrière. La vieille dame pria le prince Cernine d'entrer et le conduisit dans un petit salon qui servait à la fois de parloir. Geneviève demanda au prince la permission de se retirer un instant pour aller voir ses élèves, dont c'était l'heure du souper. Le prince et madame Ernemont restèrent seuls. La vieille dame avait une figure pâle et triste, sous ses cheveux blancs dont les bandeaux se terminaient par deux anglaises. Trop forte, de marche lourde, elle avait, malgré son apparence et ses vêtements de dame, quelque chose d'un peu vulgaire, mais des yeux étaient infiniment bons. Tandis qu'elle mettait un peu d'ordre sur la table, tout en continuant à dire son inquiétude, le prince Cernine s'approcha d'elle, lui saisit la tête entre les deux mains et l'embrassa sur les deux joues. « Eh bien, la vieille, comment vas-tu » Elle demeura stupide, les yeux hagards, la bouche ouverte. Le prince l'embrassa de nouveau en riant. Elle bredouilla. « Toi, c'est toi. Ah, Jésus-Marie, est-ce possible? Jésus-Marie. Ma bonne Victoire. Ne m'appelle pas ainsi, s'écria-t-elle en frissonnant. Victoire est morte. Ta vieille nourrice n'existe plus. J'appartiens tout entière à Geneviève. Elle dit encore à voix basse. Ah, Jésus, j'avais bien lu ton nom dans les journaux. Alors, c'est vrai, tu recommences ta mauvaise vie? Comme tu vois. Tu m'avais pourtant juré que c'était fini, que tu partais pour toujours, que tu voulais devenir honnête. J'ai essayé, voilà 4 ans que j'essaie. Tu ne prétendras point que pendant ces 4 ans j'ai fait parler de moi. Eh bien, ça m'ennuie. Elle soupira. Toujours le même, tu n'as pas changé, ah, c'est bien fini, tu ne changeras jamais. Ainsi, tu es dans l'affaire Kesselbach. Parbleu. Sans quoi, me serais-je donné la peine d'organiser contre madame Kesselbach à 6 heures une agression, pour avoir l'occasion, à 6h05, de l'arracher aux griffes de mes hommes? Sauvée par moi, elle est obligée de me recevoir. Me voilà au cœur de la place, et, tout en protégeant la veuve, je surveille les alentours. Ah, que veux-tu? La vie que je mène ne me permet pas de flâner et d'employer le régime des petits soins et des hors-d'œuvre. Il faut que j'agisse par coup de théâtre, par victoire brutale. Elle l'observait avec effarement, et elle balbutia. Je comprends, tout ça, c'est du mensonge. Mais alors, Geneviève? Eh, d'une pierre, je faisais 2 coups. Tant qu'à préparer un sauvetage, autant marcher pour 2. Pense à ce qu'il me fallut de temps, d'efforts inutiles peut-être, pour me glisser dans l'intimité de cet enfant. Qu'étais-je pour elle? Toucherais-je encore un inconnu? Un étranger? Maintenant, je suis le sauveur. Dans 1 heure, je serai l'ami. Elle se mit à trembler. Ainsi, tu n'as pas sauvé Geneviève. Ainsi, tu vas nous mêler à tes histoires. Et soudain, dans un accès de révolte, la grippant aux épaules. Eh bien, non, j'en ai assez, tu entends? Tu m'as amené cette petite un jour en me disant « Tiens, je te la confie, ses parents sont morts, prends-la sous ta garde. » Eh bien, elle y est sous ma garde, et je saurai la défendre contre toi et contre toutes tes manigances. Debout, qu'un d'aplomb,
ses 2 poings crispés, le visage résolu, Madame Ernemont semblait prête à toutes les éventualités. Posément, sans brusquerie, le prince Cernine détacha l'une après l'autre les 2 mains qui l'étreignaient, à son tour empoigna la vieille dame par les épaules, l'assit dans un fauteuil, se baissa vers elle et d'un ton très calme lui dit « Zut !» Elle se mit à pleurer, vaincue tout de suite, et croisant ses mains devant Cernine. « Je t'en prie, laisse-nous tranquilles, nous étions si heureuses. Je croyais que tu nous avais oubliés, je bénissais le ciel chaque fois qu'un jour s'écoulait. Mais oui, je t'aime bien cependant. Mais Geneviève, vois-tu, je ne sais pas ce que je ferais pour cet enfant. Elle a pris ta place dans mon cœur. Je m'en aperçois, dit-il en riant. Tu m'enverrais au diable avec plaisir. Allons, assez de bêtises. Je n'ai pas de temps à perdre. Il faut que je parle à Geneviève. Tu vas lui parler? Eh bien, c'est donc un crime? Et qu'est-ce que tu as à lui dire? Un secret très grave, très émouvant. La vieille dame s'effara. Et tu lui feras de la peine peut-être? Oh, je crains tout pour elle. La voilà, dit-il. Non, pas encore. Si, je l'entends. Essuie tes yeux et sois raisonnable. Écoute, fit-elle vivement, écoute. Je ne sais pas quels sont les mots que tu vas prononcer, quel secret tu vas révéler à cet enfant que tu ne connais pas, et moi je la connais. Je te dis ceci. Geneviève est une nature vaillante, forte, mais très sensible. Fais attention à tes paroles. Tu pourrais blesser en elle des sentiments qu'il ne t'est pas possible de soupçonner. Et pourquoi, mon Dieu? Parce qu'elle est d'une race différente de la tienne, d'un autre monde. Je parle d'un autre monde moral. Il y a des choses qu'il t'est défendu de comprendre maintenant. Entre vous deux, l'obstacle est infranchissable. Geneviève a la conscience la plus pure et la plus haute. Et toi? Et moi? Et toi, tu n'es pas un honnête homme. Fin du chapitre 4.